Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle édition des EKAI. Matin, nous avons aucun invité, c'est Dr Rony Gillot. Dr Gillot, comment est-ce? Eh bien, nous, Larry et Robertson, on avait boulé, on avait écrit livre et je suis bien content moi, que vraiment dans le panorama, dans mon recevoir là, son bagage vraiment agréable et mes compliments. Merci un pile. C'est des EKAI, donc en stricte intimité, vous Ouais, même c'est ça. levé en milieu rural, vous avez dit Ouais, EKAI. ça veut dire moi pied bois, moi mango, c'est vraiment agréable. Donc, la qualité bagaille. Dr Rony Gillot, c'est médecin, chirurgien, politologue, des députés, Grand Gosier et la Caillou, ministre de l'Information et de la Coordination entre 1978 et 1979, secrétaire général à débat, consultant dans CEP entre 2000 et 2001, directeur cabinet de président Chambre députée et actuellement, pour me faire très court, aussi secrétaire général adjoint du Palais national, mais avec toutes ces casquettes, comptez le printemps pour l'écrit. Et justement, au gré de la mémoire, c'est une œuvre, mais vraiment qui est riche. Il y a plusieurs ouvrages. On commence en 2007 avec Au gré de la mémoire, François Duvalier, Le Mal-aimé, Au gré de la mémoire, Jean-Claude Duvalier, ou L'ingénuité captive. Et il y a eu aussi Gary Conny, ou Le passage d'un météore, Roger Lafontaine, ou La destinée tragique d'un faux politique, Henri Nafi. Et l'avant-dernier, c'est Leslie Maninga, ou Les infortunes du risque calculé. Et le dernier, c'est cet ouvrage. Ouais, Prosper Avril ou l'ambition fracassée. Alors, je suis bien content qu'on dise que me font parcours dans le monde politique, donc ça permet que je vive en pile monde politique, ça permet que je vive en pile événements politiques. Et ça permet tout que, religieusement, je prends note. Chaque soir, ou bien chaque 2 soirs, je montre la caille, je prends une note, et puis je m'appelle ainsi cheminer. Et c'est ça qui permet moi que j'écris livre ça. Bien sûr, dans des fois, m'obliger à faire des consultations à la Bibliothèque nationale. Parfois, moi, de l'autre monde qui était contemporain avec moi, qui vivent, et même événement avec moi pour avoir opinion. Mais en gros, le matériau de mes livres me fait au jour le jour sur 50 années. Et bon. Là où livrer secret, parce que vous dites, quand on joue un temps, donc c'est au jour le jour. Ah oui, c'est presque au jour le jour. Donc c'est ça la méthodologie. Et Ouais. le dernier ouvrage, et nous présenter le bail et téléspectateurs, c'est Prosper Avril ou l'ambition fracassée. Prosper Avril n'est pas un petit acteur de la politique de ces 30 à 40, pour me dire de ces 50 dernières années. Ouais. Excusez du peu, militaire, lauréat de sa promotion, avocat qui n'a jamais plaidé, si vous comprenez bien le livre là. Ouais. C'est quelqu'un qui est rentré dans la cour de César, c'est une métaphore pour désigner François Duvalier, qui a appris les rudiments du pouvoir, la force, la manipulation aussi, qui fait route, qui a servi Jean-Claude Duvalier, qui a servi le père, qui a servi Jean-Claude Duvalier, qui a fait sa route jusqu'à la présidence et qui a connu ce destin-là et qui a connu aussi des déboires après l'exercice de la présidence. Après l'exercice de la présidence. Donc, nous allons essayer de séquencer, s'ouvrir et période ça pour nous présenter d'abord Prosper Avril, le militaire. Oui, le militaire. Prosper Avril est sorti de l'académie militaire. Il faut me dire d'abord que Prosper Avril, sa vocation, c'était la médecine. Et je ne connaissais pas, dans ce sens-là, ce n'était pas facile, mais vocation, c'était médecine. Et pendant que l'Apton préparait examen pour l'entrée à l'école de médecine, il a été à l'école normale supérieure, il n'a pas de vocation de professeur, mais il est Apton. Et puis brusquement, l'académie militaire vient ouvrir l'entrée à l'académie militaire. Bon, son aigle qui était très discipliné, très méthodique, ou après que les lauréats promotionnés, lauréat chef des cadets, capitaine des cadets, donc c'est un qui était sorti vraiment dans l'académie militaire avec chose. Et il fait parcours, et il va rentrer à la garde présidentielle dans les années 1967-1968, juste au moment où il y avait ce drame des 19 officiers fusillés par François Duvalier. Donc l'entrée au palais, le moment où l'ambiance du palais, c'est une ambiance qui était vraiment difficile. Très lourde. Ah, très lourde, puisque voici des officiers de la garde présidentielle qui étaient très politisés, qui étaient vraiment très proches de François Duvalier, et puis un beau matin,
Duvalier décidé que ces messieurs sont des traîtres, et puis, pap, ils sont entrés, et puis, ils ont jugé, ils ont arrêté, ils ont jugé, ils ont fusillé. Et c'est à ce moment-là que Prosper Avril entre. Mais Prosper Avril, c'est un homme sobre, discret, calme, méthodique. Donc, il fait chemin jusqu'à ce que François Duvalier mourisse et que Jean-Claude Duvalier vienne monter au pouvoir. Et son comportement, ses attitudes, sa méthodologie d'action, sa discrétion fait qu'à un moment donné, il est adopté par Jean-Claude Duvalier. Mais il a, à l'ombre de François Duvalier, appris deux leçons indispensables en politique. Et ici, tout au moins, où dit dans l'ouvrage-là, où dit d'abord, il y apprend que la force des armes qui relèvent du domaine militaire sont à trop importants, mais l'autre, c'est la manigance, la capacité de convaincre, de plaider une cause et son contraire avec la même ardeur et la même fourberie émotionnelle. Ça, c'est, voilà. Et ces deux façons n'est pas un pouvoir ici, c'est par la force ou par la campagne électorale. Et naturellement, du temps de Duvalier, on ne parlait pas tellement de campagne électorale, mais Avril disposait de ces deux armes, de ces instruments pour prendre le pouvoir. D'abord, la force des armes, et ensuite, cette capacité de convaincre l'entourage, et pas oublier qu'ils sont avocats. Et l'avocat plaide pour convaincre les juges, pour convaincre les jurés. Une chose et son contraire à la fois. Au besoin, la chose et son contraire. Parce que même avocat qui a plaidé cause, si demain il quitte cause, ça vient plaider pour ou contre l'autre monde, il a plaidé avec la même ardeur, la même ferveur et la même fourberie émotionnelle. C'est une phrase que j'adore. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a su gagner la confiance du président Jean-Claude Duvalier. Ah non, c'est un homme correct. Au point, oui, voilà. Ah oui, qui a c'est gagné un la homme confiance correct. au point, et je vous cite, de devenir le ministre des Finances occulte. Oui. Du président. C'est Daily News qui déballe dans ça. Daily News du 8 mars 1991 qui lui a donné. Parce que toutes les fois que Jean-Claude Duvalier avait des projets, les petits projets de la présidence ou les grands projets de la présidence, et il avait des techniciens, Jean-Claude Duvalier, mais il avait quelqu'un qui s'occupait aussi des finances. Et c'était Prosper Avril. Et j'ai bien dit que c'est un homme qui avait tous les secrets. Et chaque matin, ou bien tous les 2 matins, il se rendait à la banque rencontrer une certaine dame qui s'occupait justement de l'enveloppe de la présidence. Non, ça suffit. Ça s'arrête là. Et se reprennent et il s'occupait de ça. Bon, naturellement, est-ce qu'il faisait les transferts aussi? On ne sait pas, je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas quand même dans le secret des dieux, mais je connais qu'il était occupé des finances du Relais. Et je peux donner un exemple patent, c'est que quand j'ai été nommé secrétaire général du CONAGEC, quand Jean-Claude Duvalier a créé le CONAGEC, le comité d'action jean-claudiste, dont j'étais membre, c'est Prosper Avril qui meublait nous. C'est lui qui achetait meubles, achetait bureaux, parce que ça, c'était le domaine de la présidence. C'est lui-même qui occupait le financement, montage et Radio Nationale. Radio Nationale, Télé Nationale, oui. Le technicien, c'était Fito, mais c'est le financier, du moins, celui qui s'occupait des finances, c'était Prosper Avril. Et il s'adonnait, il s'acquittait correctement de ses tâches. Ça, il faut le dire, c'est un homme qui est resté loyal. On ne peut pas dire qu'il n'ait jamais trahi les Duvalier. Il est resté loyal, il est resté honnête, il est resté méthodique. Mais il y a des gens, n'empêche, qui se posent la question, qui comparent son salaire de militaire et son train de vie. Et dans l'ouvrage, vous citez des gens qui pensent ainsi et qui disent, et même si tout le monde doute que ces maigres appointements de militaires aient pu financer la construction de sa demeure, et je cite, seigneurale du Juvénat. Donc c'est aussi ça Haïti. Bon, c'est aussi ça Haïti, mais l'homme avait d'autres sources de revenus. Bon, c'est un homme qui vient de Thomaso, côté papa, le moment de gain tête, etc., etc. Tout comme moi j'avais mes plantations de café, j'avais mes boulangeries à Tchot, à Boudari. Vous voyez, donc on a des sources de revenus. Et le type avait d'autres sources de revenus qui peuvent expliquer qu'il gagne l'autre moyen. Donc, Prosper Avril, militaire, qui fait parcours, qui gagne confiance au régime, qui au point d'être le ministre des Finances occulte pour te citer Dr Gillot, pour vous citer Dr Gillot dans l'ouvrage-là, qui vit le 7 février 1986 et qui reste tranquille et qui attend son heure. Non, mais il a connu aussi les déboires sous Duvalier. Et c'est-à-dire qu'en 1983,
il a été mis à pied, il a été mis à la retraite. Naturellement, il a un problème avec Roger Lafontaine. Le tout-puissant Roger Lafontaine. Le tout-puissant Roger Lafontaine. Mais bon, ça m'écrit dans l'autre livre sur Roger Lafontaine. C'est pas Roger Lafontaine qui ça. Roger Lafontaine pour de chapeau, mais il y avait d'autres choses. Il y avait Cyclay, il y avait d'autres, Marie Chanoine et d'autres gens qui voulaient combattre, on va dire, l'influence occulte de Prosper Avril et qui font une manigance pour y jeter monsieur. Effectivement, il a jeté monsieur. Le 23 septembre 1983, il est mis à pied et il est rentré chez lui. Et quand, en 1985, on est en cours, Roger Lafontaine tombe comme ministre de l'Intérieur, vient un petit ébranlement. C'était le dernier jour de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier a trouvé qu'il était opportun de rappeler à ses côtés Prosper Avril. Ouais, Prosper Avril. Il est revenu en octobre 1985 et puis il fait parcours là. Et à ce moment-là, il vient tellement fort, il a rappelé ses amis, Jean-Claude Paul est nommé commandant des casernes de Saline en janvier, etc., parce que Prosper Avril a le sens de l'amitié, mais le sens politique aussi, parce qu'on gouverne avec ses amis. Quand il entre dans un pouvoir, il n'y entre pas seul. Il est toujours entouré de monde qui plus ou moins a confiance dans lui, et c'est comme ça. Donc là, il a fait son apprentissage politique à l'école de François et de Jean-Claude Duvalier. Donc il sait comment protéger. Ah, il sait comment protéger, oui, absolument. Mais maintenant, il est devenu président en 1988 et dans l'ouvrage-là souligné qu'il rapporte des faits importants de sa présidence avec une plume d'Acadie qui ont des gens trop mielleuses. Bon, écoutez, on ne peut pas lui en vouloir quand même de se dorer le blason. C'est un écrivain qui, alors, l'homme se finit, fait là, et comme j'ai dit, au crépuscule, il a une fleur qui pousse sur son automne, c'est cette fleur d'écrivain. Il devient un écrivain, il écrit les révélations, il écrit Vérité et Révélation, il écrit des livres sur le livre noir de sécurité. Qui lui a valu des tracas, des tracas, oui, donc, il écrit, et naturellement. On ne peut pas lui en vouloir de présenter les choses suivant sa façon de voir. Mais vous soulignez qu'Avril se disculpe de tous les accros et horreurs qui ont balafré son gouvernement. Et il y a une nomenclature peu flatteuse. Les sévices infligés aux prisonniers de la Toussaint, les tribulations endurées par les putschistes des mois d'octobre 1988 et d'avril 1989, les arrestations arbitraires et intempestives, les bastonnades, l'exhibitionnisme mal avisé des tortures, l'expulsion des leaders de janvier 1988. Bon, à la vérité, il n'a pas fait que ça. Alors, là, ce sont les choses mauvaises que je cite, mais il fait bon bagage et tout, elles se comprennent. Mais ça, dans ses livres, il se présente comme quelqu'un qui n'est pas au courant d'une série de bagailles. Bon, il est permis d'en douter. Parce que, comme je l'ai dit dans le livre, quelqu'un qui a été à la cour des Duvalier, qui a appris le centralisme politique, ne peut pas quand même se laisser déborder sur sa droite comme sur sa gauche par ses serviteurs. Elles comprennent. On va pas des conseils et puis on n'a pas agi. D'autant que la responsabilité, au final, c'est au même capotel. Donc, même si le président est mineur, il est mineur du point de vue financier, mais il n'est pas mineur du point de vue politique. La première seconde, c'est que lui, il a subi beaucoup de déboires après sa présidence. Donc, ça veut dire que voici, on est qui président qui a appris à la cour des Duvalier ce que c'est que le centralisme autocratique, qui nous dit dans ses livres qu'il n'est au courant de rien. On a arrêté les prisonniers de la Toussaint, on les a bastonnés. Il n'est au courant de rien du tout. On a arrêté les grands leaders en janvier 1990, Serge Gilles, Hubert de Ronceret, M. Roy, Louis Roy. Il n'est pas au courant. Ce n'est pas possible. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, à sa décharge, que la base te prend la direction des opérations. La base, c'est les soldats. Ah, les soldats. Ouais. La base militaire, la soldatesque, prend la direction des opérations. D'ailleurs, l'homme se fait monter et il a été très gêné. Voici un lauréat de promotion qui est obligé de se ravaler à gouverner avec des soldats. Au point qu'on a planté à ses côtés le fameux Hébreu, qui est devenu un coprésident d'Haïti.
Donc, ça veut dire que là, je pense qu'il a souffert de ça. C'est un homme qui est lauréat de sa promotion, qui a fait des études, qui est avocat, qui a fait l'école normale, qui lit en pile. D'ailleurs, ouais, qui écrit, monsieur, son nez qui qu'on écrit. Totalement. Donc, voici un intellectuel qui est obligé de s'accommoder d'une gouvernance avec des soldats. Mais justement, est-ce que déjà là, il n'y avait pas genèse d'implosion de l'armée de Ah, Russie? mais c'est sûr. Bon, implosion n'a pas commencé avec Avril. Avril, paraît-il, ça a commencé déjà depuis Nanfi, parce que Nanfi, c'est la base qui est allée chercher Nanfi ce 20 juin, dans la soirée du 19 juin 1988. Il a cherché Lakali, il a venu faire remplacer Maniga. C'est déjà la base qui a commencé à prendre une propension à faire les gouvernements, la base des choses. Alors, le grave, c'est que quand la base a fait un coup d'État du 17 septembre, ce n'était pas un coup d'État qui était fait pour Avril. C'est un coup d'État qui était fait pour Bochard, qui, dit-on, a été manigancé par Pierre Chérubin. Mais il se trouve que Bochard, le soldat a cherché Bochard, il n'a pas joué Bochard. Il a cherché M. Pierre Chérubin, le colonel Pierre Chérubin, non cachette que dit monsieur, map là, si nous besoin de chercher, il a cherché. Il semble que pendant, il a cherché là, il a tombé tiré en lait. Pierre Chérubin dit, bon, bah, là, les gars, coup d'État, quand pas prendre, c'est pour y chercher. Il a pris la fuite, il n'a pas joint Pierre Chérubin. Donc, ces messieurs n'ont pas de chef d'État. Ni Patrick Bochard, ni Pierre Chérubin. À ce moment-là, ils étaient prêts à embrasser n'importe quel messie. Et comme toujours, l'impersonnel et l'intemporel Avril est toujours là au bon moment, on a jeté son évolution. J'aime cette formulation. Et c'est un ouvrage, bon, mon habitué, vous me dire que l'écriture, comme d'habitude, elle est très imagée, elle est très porteuse et vraiment très colorée aussi. Et pour nous retourner sous lui-même qui a rapporté des bagages que le vivent, il y a eu son ouvrage sur les 13 guerriers de Jeune Haïti. Ça, on n'a pas aimé. Qui pour vous, c'était too much parce que dans l'ouvrage-là, il utilise des qualificatifs comme les nouveaux Spartacus des temps modernes, nos stoïques héros cornéliens, acteurs d'épopée, nos héros enthousiastes. Vous avez trouvé que c'était un peu c'est pas moi seulement. C'est-à-dire que moi-même, les livres-là, je les lis, puisque ce sont des événements que moi aussi j'ai vécu en 1964. J'étais à l'école de médecine, mais à ce moment-là, on suivait les événements. Mais d'autres gens qui ont lu le livre, ils viennent nous dire, ah, Oni, on va trouver que là, on a exagéré. Moi, j'ai trouvé excessif les compliments accordés à ces choses. Et ce qui est un petit peu fracassé, qui était un petit froissé, c'est que l'écrivain Avril a comparé l'invasion de Jeune Haïti dans la Grandance à la geste de la crête à Pierrot de Dessalines. Alors que Dessalines lui-même, l'étape gourmet pour lui contre le colonialisme, contre l'esclavage, pour fermer l'esclavage. Et puis, c'était quand même pas les mêmes objectifs, premièrement. Et deuxièmement, beaucoup de ces guerriers qui avaient débarqué, à la Grandance, en 1964, gagnaient des objectifs nobles de renverser la dictature. Mais gagnaient simplement venger. Et dans le livre que j'ai écrit avant, François Duvalier les mal-aimés, sur les 13, il y avait au moins 8 qui étaient venus venger, ou bien un frère, ou bien un père. Il y en a une qui c'était cousin Riobé, qui était venu venger. Il y en a une qui était Jordan, qui était colonel là, qui était mort dans la fameuse nuit de 63, et lors de l'affaire du collège Bird. Et tu comprends, donc, monsieur était venu venger. Riobé avait pris les armes. Il est mort dans le casco. Alors, Riobé a pris les armes pour venger son père, André Riobé, qui est, semble-t-il, mort à Lamenté en 1963. Donc, il prend les armes pour le venger Papal. Et seul, j'ai dit dans le livre, c'est le guerriero solitaire. Il est monté seul, donc il a donné beaucoup de tracas à ce moment-là du Duvalier. Donc pour vous, il y a une espèce de... Ouais. C'était excessif. Pas de dénaturation, mais peut-être... Bon, alors, il y a des gens qui pensaient que en exaltant cette invasion... C'est pas de la noblesse, non? C'était pas de la noblesse, c'était la recherche d'une absolution rétrospective. Parce qu'on dit que
que le militaire, le lieutenant Avril, était sur les lieux aussi. Et qu'il s'est attribué Bon. donc fait oui. militaire d'avoir descendu l'un des... Bon, c'est pas lui. C'est pas lui. Il semble que c'est quelqu'un d'autre qui a descendu, mais au compte là-bas, elle est arrivée Port-au-Prince, on a raconté ça à François Duvalier. Bon, Duvalier, à ce moment-là, il venait de se faire proclamer président à vie. Il récompensait précisément tous ceux qui se montraient dévoués à sa cause. Et on dit que c'est de cet événement, de cet épisode, qu'est née la fortune politique et peut-être financière de l'homme. On esquisse sur l'homme. C'est un animal à sang-froid qui a un sourire énigmatique et qui a un mutisme écran de l'insignifiance affichée comme bouclier ou comme paratonnerre. C'est un animal à sang-froid, quelqu'un de très froid, il est froid, calculateur, méthodique. Je n'ai pas dit calculateur, non, même s'il l'est effectivement, mais j'ai dit qu'il est à sang-froid. Il ne se fâche jamais. Du moins, s'il se fâche, il ne le montre pas. On ne peut pas lire sur les traits de son visage le bouillonnement de son âme. De son âme. Ouais. Nous, avec le docteur Oni Gillot, qui a signé dans le livre en folie au gré de la mémoire Prosper Avril ou L'ambition fracassée. En général, ce sont des best-sellers que le docteur Gillot nous offre. N'a pas couru, mais... Oh, grâce à vous, non, le plus souvent. Là, il n'y a pas de cadeau, il y a de la qualité, un travail d'historien très important. N'a observé une petite pause tout coûte, et puis nous allons continuer à parler avec le docteur Oni Gillot, mais cette fois de la présidence de Prosper Avril, et aussi de l'utilité de ce travail d'historien au quotidien, et de la conclusion de cet ouvrage, qui est tout sens-li, et qui montrait que Avril a vécu, il a payé aussi ses erreurs.